Pendant une promenade à Athènes, ma fille s'est disputée avec moi et a dit des mots qu'aucune mère ne devrait entendre. Le lendemain matin, elle avait disparu. Elle a caché mon passeport et, seule en Grèce, j'ai trouvé seulement un mot. « Je veux tout mon héritage. Tu es trop vieille pour gérer l'argent. » Je l'ai simplement lu et j'ai passé un appel. « Bonjour, je m'appelle Victoire Laurent. » Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément. Merci de votre soutien. Je me suis réveillée ce matin de septembre avec le silence le plus cruel que j'ai jamais entendu. Le soleil méditerranéen filtrait à travers les rideaux de lin blanc de ma suite aux Saintes. Georges Lycabettus, projetant des ombres dorées sur les murs. Athènes se réveillait lentement en contrebas, le bruit lointain des klaxons et des vendeurs ambulants montant depuis la place Syntagma. Mais dans cette chambre, il n'y avait que le vide. Ma fille avait disparu. J'ai tendu la main vers la table de nuit, cherchant instinctivement mon téléphone. Il n'était pas là. Mon sac Hermès, toujours posé sur le fauteuil près de la fenêtre, avait disparu également. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale, malgré la chaleur qui commençait déjà à s'installer dans la pièce. Je me suis levée, mes pieds nus touchant le marbre froid. J'ai 64 ans et chaque mouvement me le rappelle désormais, surtout le matin. Mes articulations protestent, mes muscles sont plus lents à répondre. Mais mon esprit, lui, reste affûté comme une lame. C'est ce qui m'a permis de bâtir Laurent Pharmaceutical, de transformer une petite entreprise familiale en un empire de 300 millions d'euros. La porte de la chambre d'Estelle était ouverte. Le lit, parfaitement fait, ses valises Louis Vuitton, disparues. J'ai traversé le salon de la suite, mes mains tremblant légèrement. Sur la table basse en verre, un morceau de papier plié m'attendait, posé à côté d'un cendrier où un mégot de cigarette achevait de se consumer. J'ai pris le papier. L'écriture était celle d'Estelle, ses lettres rondes et enfantines qu'elle n'avait jamais vraiment perfectionnées, trop occupée à prendre des selfies et à gérer ses 2 millions d'abonnés sur Instagram. « Je veux tout mon héritage. Tu es trop vieille pour gérer l'argent. » Pas de signature, pas de maman, pas même un semblant de regret. J'ai relu ces mots 3 fois, comme si la répétition pouvait en changer le sens. Mais non. Chaque lecture ne faisait que planter plus profondément le couteau dans mon cœur de mère. J'ai marché jusqu'au coffre-fort de la chambre, mes doigts tremblants sur le clavier numérique. Le code que j'avais paramétré la veille. La porte s'est ouverte avec un déclic métallique. Vide. Mon passeport, mes cartes de crédit, mes bijoux, tout avait disparu. Même la réserve de 2000 € en liquide que je gardais toujours pour les urgences. Estelle avait tout pris. Ma propre fille m'avait dépouillée pendant que je dormais. Je me suis assise sur le bord du lit, le mot froissé dans ma main. Les souvenirs de la veille ont déferlé comme une vague toxique. Notre dispute sur la terrasse de l'hôtel. Les regards des autres clients. La honte qui m'avait brûlé les joues pendant qu'Estelle hurlait que je volais son argent. C'est mon héritage, papa l'a laissé pour moi. Elle avait crié ces mots si fort que les serveurs s'étaient figés, les plateaux en suspens. J'avais tenté de la calmer, de lui expliquer que les 8 300 000 € que son père avait laissés étaient en gestion fiduciaire, que je ne faisais qu'administrer selon ses volontés, que tout lui reviendrait un jour. Mais Estelle ne voulait pas un jour. Elle voulait maintenant. Tout. Immédiatement. « Tu es une vieille femme égoïste qui s'accroche au pouvoir », avait-elle craché, son visage parfaitement maquillé, déformé par la rage. « Papa aurait honte de toi », j'avais levé la main et je l'avais giflé. Le silence qui avait suivi avait été assourdissant. Estelle avait touché sa joue, ses yeux verts brillants de larmes et de fureur. Puis elle avait souri, un sourire froid et calculateur que je ne lui connaissais pas. « Tu vas le regretter, maman. » Elle était partie, ses talons loup-boutins claquant sur le marbre de la terrasse. Je l'avais regardée disparaître dans l'ascenseur, sans savoir que c'était la dernière fois que je la verrais ainsi. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel avec ce mot cruel dans les mains, je comprenais. Elle avait tout planifié. La dispute n'était pas un accès de colère, c'était une diversion. Pendant que je me tournais et retournais dans mon lit, rongée par la culpabilité et le chagrin, elle vidait le coffre,
emballait ses affaires et me condamnait à l'abandon. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Athènes s'étendait devant moi, la colline du Lycabette dominant la ville. L'acropole visible au loin, malgré la brume de chaleur matinale. Cette ville antique, berceau de la civilisation, de la démocratie, de la philosophie. Et moi, Victoire Laurent, femme d'affaires respectée, mère dévouée, je me retrouvais prisonnière dans cette métropole étrangère, trahie par ma propre chair et mon propre sang. J'ai fermé les yeux, respiré profondément. La panique n'était pas une option. J'avais survécu à la mort de mon mari, aux guerres corporatives, aux tentatives de rachat hostiles. Je survivrais à cela aussi. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le téléphone fixe de la chambre. Il était temps de passer cet appel. Mais avant de décrocher, j'ai dû m'asseoir à nouveau. Mes jambes tremblaient trop. L'adrénaline qui m'avait soutenue jusqu'ici commençait à se dissiper, laissant place à quelque chose de plus sombre, de plus profond. La trahison a ce pouvoir unique de vous vider de l'intérieur, de transformer votre propre corps en coquille creuse. Estelle avait 30 ans. 30 années pendant lesquelles je l'avais nourrie, élevée, protégée. Après la mort de son père, il y a 18 mois, j'étais devenue son seul parent, son seul repère. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Manifestement, j'étais surtout devenue un obstacle entre elle et une fortune qu'elle considérait comme sienne de droit divin. Mon mari, Philippe, avait bâti notre empire pharmaceutique avec une vision claire, créer des médicaments accessibles pour les maladies négligées. Nous avions réussi au-delà de toute espérance. Mais Philippe connaissait sa fille mieux que moi, semble-t-il. Dans son testament, lu 3 jours après ses funérailles, il avait été explicite. L'héritage serait géré en fiducie jusqu'à ce qu'Estelle atteigne 40 ans, ou démontre une maturité financière et personnelle suffisante. Estelle avait explosé à la lecture de ces mots. Elle avait accusé son père, mort dans son cercueil à peine refroidi, de ne pas lui faire confiance. Elle m'avait accusé, moi, d'avoir manipulé Philippe sur son lit de mort. Rien n'était plus faux. J'avais même plaidé en sa faveur auprès de mon mari. Mais Philippe était resté ferme. Elle a besoin de temps pour grandir, Victoire. L'argent la détruira si nous le lui donnons maintenant. Comme il avait eu raison. J'ai finalement décroché le téléphone et composé le numéro du concierge. Le concierge a répondu à la 3e sonnerie, sa voix polie teintée d'un accent grec charmant. « Madame Laurent, bonjour. Comment puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour garder ma voix stable. Ma fille est partie ce matin. Elle a pris mes documents personnels. Mon passeport, mes cartes bancaires. Je dois contacter l'ambassade de France. Un silence. Puis, avec une prudence professionnelle, « Je vois. Souhaitez-vous que nous contactions la police ?» La police. L'idée m'a traversé l'esprit comme une décharge électrique. Porter plainte contre ma propre fille. Voir son nom dans un rapport de police, peut-être même dans les journaux. Héritière française accuse sa mère de séquestration financière. Je pouvais déjà imaginer les gros titres, les commentaires venimeux de ces millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. « Non », ai-je répondu fermement. « Pas pour le moment. Juste l'ambassade, s'il vous plaît. » « L'ambassade de France à Athènes ouvre à 9 heures, madame. Je vous donne l'adresse et le numéro. » J'ai griffonné les informations sur le papier de l'hôtel. Rue Vassilissis Sophias, pas loin. Mais sans argent pour un taxi, sans carte d'identité, j'étais aussi immobile qu'une prisonnière. « Merci », ai-je murmuré avant de raccrocher. La chambre semblait se refermer sur moi. Je me suis levée, incapable de rester assise plus longtemps. J'ai ouvert la penderie où mes vêtements étaient restés intacts. Estelle n'avait pris que ce qui lui appartenait, me laissant mes tailleurs Chanel et mes robes Dior comme des témoins silencieux de ma déchéance. J'ai enfilé un ensemble sobre, beige et blanc, appliqué un minimum de maquillage pour cacher les cernes qui creusaient mes yeux. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 64 ans qui paraissait soudain ses 70, les traits tirés, les lèvres pincées, le regard hanté. C'était comme regarder ma propre mère dans ces derniers jours, quand la maladie l'avait vidée de sa substance. Je suis descendue à la réception. Le hall du Saint-Georges Lycabettus respirait le luxe discret. Marbre blanc, lustre de cristal, parfum subtil de jasmin flottant dans l'air climatisé.
Des couples élégants prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, riant doucement, planifiant leur journée de tourisme. Personne ne pouvait deviner qu'une femme parmi eux venait d'être abandonnée par son unique enfant. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années nommé Dimitrios, s'est avancé vers moi avec un sourire professionnel qui s'est évanoui en voyant mon expression. « Madame Laurent, le concierge m'a informé. Je suis profondément désolé de votre situation. » Ma fille a réglé sa chambre avant de partir ? Oui, madame. À 5 heures du matin, elle a utilisé votre carte de crédit. Bien sûr, elle avait utilisé mon argent pour financer sa fuite. L'ironie était presque comique. Elle a dit quelque chose ? Dimitrios a hésité, mal à l'aise. Elle a mentionné que vous approuviez son départ anticipé, que vous restiez encore quelques jours à Athènes. Je vois. Mon ton était glacial, mais à l'intérieur, je brûlais. Estelle avait menti avec une facilité déconcertante, manipulant le personnel de l'hôtel comme elle manipulait ses abonnés en ligne. Madame, concernant votre séjour, la suite est réservée et payée jusqu'à vendredi. Après, je devrais partir sans avoir de quoi payer, ai-je complété. Il a baissé les yeux, embarrassé. Nous pouvons peut-être trouver un arrangement. L'hôtel ne souhaite pas vous mettre en difficulté. Sa gentillesse m'a touché, plus que je ne voulais l'admettre. J'ai hoché la tête, incapable de parler sans risquer de m'effondrer. Je vais faire des démarches aujourd'hui, pour le passeport, pour contacter ma banque en France. Bien sûr, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis sortie de l'hôtel, affrontant la chaleur athénienne de septembre. 32 degrés déjà, et il n'était que 10 heures. La lumière était aveuglante, se reflétant sur les trottoirs blancs et les façades des immeubles néoclassiques. Des touristes déambulaient avec leurs appareils photos, des Grecs pressés zigzaguaient entre eux. Tout le monde avait un but, une destination. Sauf moi. J'ai marché sans vraiment savoir où j'allais, mes talons claquant sur les pavés irréguliers. Les rues d'Athènes sont un labyrinthe, montant et descendant les collines, tournant brusquement, révélant tantôt une église byzantine, tantôt un café bondé où des hommes jouaient aux dominos en fumant. Je me suis retrouvé dans le quartier de Kolonaki, le quartier chic où les boutiques de luxe alternent avec les galeries d'art. Par habitude, j'ai ralenti devant une boutique Hermès, admirant les sacs en vitrine. Combien en possédais-je ? 15 ? 20 ? Des objets qui me définissaient, qui proclamaient ma réussite. Et maintenant, je n'en avais plus un seul. Vous admirez le Kelly ? Une voix masculine, grave, avec un accent grec atténué par des années passées à l'étranger. Je me suis retournée. L'homme était grand, dans les 65 ans, avec des cheveux blancs impeccablement coiffés et une barbe soigneusement taillée. Il portait un costume sombre, sans cravate, chemise blanche ouverte au col, une montre Patek Philippe au poignet. Mais ce qui m'a frappé, c'était son regard. Intelligent, perçant, comme s'il pouvait lire à travers les façades. « Le Kelly est un classique », ai-je répondu machinalement, retrouvant mes réflexes mondains, malgré tout. « Intemporel », a-t-il approuvé, « comme la vraie élégance ». Il m'a regardé plus attentivement et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la curiosité, peut-être, ou de la reconnaissance. « Vous êtes française, parisienne, et vous semblez perdue. » Le mot a résonné en moi. Perdue. Oui, c'était exactement ce que j'étais. Perdue dans cette ville étrangère, perdue dans ma propre vie, perdue face à la trahison de ma fille. « Je suis Nicolas Petrakis », s'est-il présenté en tendant la main. J'ai hésité une fraction de seconde avant de la serrer. Sa poignée de main était ferme, assurée. Victoire Laurent. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Laurent Pharmaceuticals. Ce n'était pas une question. Il savait qui j'étais. Dans le monde des affaires internationales, mon nom avait du poids. Vous me connaissez ? Qui ne connaît pas la femme qui a révolutionné le traitement de la malaria en Afrique ? Votre travail a sauvé des millions de vies. Un compliment sincère, sans flagornerie. Cela m'a désarmé. Et vous, monsieur Petrakis ? Que faites-vous ? Nicolas, s'il vous plaît. Je suis dans l'énergie. Petrakis Energy. Pétrole, gaz naturel et maintenant, énergie renouvelable.
Un titan dans son domaine, donc. Pas étonnant qu'il connaisse mon nom. Puis-je vous offrir un café, Madame Laurent? Ou préférez-vous Victoire? J'aurais dû refuser. J'aurais dû inventer une excuse polie et continuer mon chemin. Mais quelque chose dans sa présence, dans son calme assuré, m'a attiré comme un phare dans la tempête. Victoire. Et oui, j'accepterais volontiers un café. Nous avons marché jusqu'à un café élégant sur la place Kolonaki, nous installant à une table ombragée sous un grand platane. Le serveur connaissait manifestement Nicolas, l'accueillant avec chaleur et respect. 2 cafés grecs, Yanis, et apporte-nous aussi des loukoums. Quand nous nous sommes retrouvés seuls, Nicolas m'a observé avec cette même attention pénétrante. Alors, Victoire Laurent, qu'est-ce qui vous amène à Athènes? Et pourquoi avez-vous l'air de quelqu'un qui vient de perdre une bataille? J'aurais pu mentir, j'aurais pu inventer une histoire plausible, préserver ma dignité, maintenir cette façade que j'avais perfectionnée pendant des décennies. Mais en cet instant, assise face à cet étranger grec dans un café d'Athènes, quelque chose en moi s'est brisé. Ma fille m'a abandonné ici. Elle a pris mon passeport, mes cartes bancaires, tout. Elle veut son héritage et pense que je suis trop vieille pour le gérer. Les mots sont sortis crus, sans filtre, et le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. J'ai détourné le regard, fixant les pigeons qui picoraient des miettes sous les tables voisines, me préparant à voir du jugement ou, pire encore, de la pitié dans ses yeux. Mais quand Nicolas a parlé, sa voix était neutre, dénuée de sympathie condescendante. « Combien ?» J'ai relevé les yeux, surprise. « Pardon? L'héritage? Combien? » 8 300 000 €. Il a hoché la tête lentement, comme si ce chiffre confirmait quelque chose. Assez pour détruire quelqu'un qui n'est pas prêt. Pas assez pour construire un véritable empire sans discipline. Cette analyse froide, pragmatique, m'a paradoxalement réconforté. Pas de platitude sur l'amour maternel, pas de discours moralisateur sur les enfants ingrats. Juste une évaluation factuelle. Le serveur a apporté nos cafés, épais et fumants dans leurs petites tasses blanches, accompagnés d'un plateau de loukoum saupoudré de sucre glace. J'ai pris une gorgée du café amer, sentant la caféine commencer à dissiper le brouillard qui enveloppait mon esprit depuis ce matin. Votre fille a quel âge? 30 ans. Et elle gère déjà sa propre fortune? Elle a 2 millions d'abonnés sur Instagram. Elle se considère comme une influenceuse. Elle gagne environ 50 000 € par mois avec ses partenariats. Alors elle a de l'argent. Ce n'est pas une question de besoin, c'est une question de contrôle. Exactement. Nicolas avait mis le doigt sur le cœur du problème avec une précision chirurgicale. Son père, mon mari Philippe, est décédé il y a 18 mois, cancer du pancréas. Il a laissé la majorité de sa fortune en fiducie pour elle, mais sous mon administration jusqu'à ses 40 ans. Il ne lui faisait pas confiance. Il la connaissait, ai-je corrigé doucement. Il voyait en elle ce que je refusais de voir. L'impulsivité, le manque de profondeur. Nicolas a mangé un loukoum, pensif. Et maintenant, vous êtes coincé à Athènes, sans papier, sans argent, pendant qu'elle. Quoi? Rentre à Paris avec votre passeport comme trophée? Je suppose qu'elle essaie de forcer ma main. Si je ne peux pas rentrer, si je suis vulnérable, peut-être que je céderai et transférerai les fonds. Le ferez-vous? J'ai regardé cet homme que je connaissais depuis moins d'1 heure et j'ai dit la vérité. Non. Un sourire est apparu sur son visage, transformant ses traits sévères. Bien, parce que céder au chantage émotionnel ne fait qu'encourager le comportement. Elle gagnera cette bataille, mais perdra la guerre. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela m'aide vraiment à continuer à partager ces récits avec vous. Merci. Nous avons continué à parler pendant près de 2 heures. Nicolas m'a raconté son propre parcours. Fils d'un armateur modeste, il avait construit Petrakis Energy à partir de rien, survivant à 3 faillites avant de réussir. Il avait été marié, sa femme était décédée d'une embolie pulmonaire 5 ans auparavant. Il n'avait alors pas eu d'enfant. Parfois, je me dis que c'est une bénédiction, a-t-il admis. Voir ce que l'argent fait aux enfants. Ce que cela vous fait, Victoire. C'est tragique. Vous pensez que c'est l'argent qui a corrompu Estelle?
Je pense que l'argent révèle qui nous sommes vraiment. Il ne crée pas le caractère, il l'expose. Cette perspective était à la fois libératrice et déchirante. Cela signifiait que ma fille n'avait pas été transformée par l'appât du gain. Elle avait toujours été ainsi, et je ne l'avais simplement jamais vue. « Que comptez-vous faire » a-t-il demandé, alors que le soleil commençait à décliner, baignant la place dans une lumière dorée. « Aller à l'ambassade demain, demander un passeport d'urgence, contacter ma banque pour débloquer des fonds, rentrer à Paris et... » Je me suis arrêtée. Et quoi? Affronter Estelle? La déshériter complètement? Céder? Et ensuite? Je ne sais pas encore. Nicolas a sorti une carte de visite de sa poche intérieure, un rectangle épais en papier crème avec son nom gravé en lettres dorées. Mon numéro personnel est au dos. Si vous avez besoin d'aide pendant votre séjour à Athènes, un prêt, un avocat, ou simplement quelqu'un avec qui parler, appelez-moi. J'ai pris la carte, sentant la texture luxueuse du papier sous mes doigts. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Parce que j'ai rencontré suffisamment de personnes dans ma vie pour reconnaître l'intégrité quand je la vois. Et parce que... Il a hésité, puis a souri. Parce que vous me rappelez quelqu'un, ma mère. Elle aussi était une femme forte qui a été trahie par ceux qu'elle aimait. Nous nous sommes séparés sur la place Kolonaki alors que les lampadaires commençaient à s'allumer. Je suis retournée à l'hôtel à pied, mes jambes douloureuses, mais mon esprit étrangement calme. Dans ma chambre, j'ai trouvé un message du concierge glissé sous la porte. L'ambassade de France pouvait me recevoir le lendemain à 14 heures. Je devais apporter 2 photos d'identité, un rapport de police pour le vol de passeport et 280 € de frais. 280 € que je n'avais pas. Je me suis assise sur le balcon, regardant Athènes scintiller dans la nuit. Quelque part dans cette ville de 4 millions d'habitants, ou peut-être déjà en route vers Paris, ma fille dormait probablement paisiblement, convaincue d'avoir gagné. J'ai sorti la carte de visite de Nicolas de ma poche, l'ai tournée entre mes doigts. Son offre était généreuse, mais accepter de l'aide d'un étranger blessait mon orgueil. J'avais construit ma vie sur l'indépendance, sur la force de ne compter que sur moi-même. Mais l'indépendance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai pris le téléphone de la chambre et composé le numéro au dos de la carte. Il a répondu à la 2e sonnerie. Nicolas Petrakis. C'est Victoire. J'aurai besoin d'aide pour les frais de passeport. Je passe vous prendre demain à 13 h. Nous irons à l'ambassade ensemble. Nicolas, pas de dette. Pas d'obligation. Considérez cela comme un investissement dans une future collaboration commerciale. J'ai toujours voulu entrer dans le secteur pharmaceutique. Il plaisantait, mais sa voix portait une note sérieuse qui suggérait qu'il ne plaisantait peut-être pas entièrement. « Merci », ai-je murmuré, la gorge serrée. « Dormez bien, Victoire. Demain, nous commençons à reprendre le contrôle. » Après avoir raccroché, je me suis allongée sur le lit, toujours habillée, fixant le plafond orné de moulures. La journée avait été un cauchemar éveillé, mais quelque chose avait changé durant ces heures passées avec Nicolas. Pour la première fois depuis le réveil, je ne me sentais plus seule. Et dans le silence de cette nuit grecque, j'ai commencé à comprendre que peut-être, juste peut-être, ce que j'avais pris pour une fin n'était qu'un commencement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Le soleil grec inondait ma chambre, chassant les ombres de la nuit précédente. J'ai pris une douche prolongée, laissant l'eau chaude dissoudre les tensions accumulées dans mes épaules et mon dos. Devant le miroir embué, j'ai observé mon reflet avec une honnêteté brutale. 64 ans, des rides profondes autour des yeux et de la bouche, témoins de décennies de sourires et de soucis. Des cheveux blonds, devenus presque blancs, que je teignais religieusement chaque mois à Paris. Ma peau, autrefois ferme, commençait à céder à la gravité. Mais mes yeux bleus acier, conservaient cette intensité qui avait intimidé plus d'un concurrent dans les salles de conseil. Estelle m'avait appelée « vieille », comme si l'âge était une maladie honteuse, une déchéance qui me disqualifiait automatiquement. Mais j'avais construit un empire avec ces mains vieillissantes. J'avais négocié des contrats de centaines de millions avec cet esprit prétendument sénile. L'âge n'était pas ma faiblesse, c'était mon arme. J'ai choisi mes vêtements avec soin,
un tailleur pantalon marine, sobre mais élégant, une chemise en soie crème, des escarpins à talons moyens. Pas de bijoux, puisque ma fille avait tout pris, mais je n'en avais pas besoin. L'autorité ne se porte pas, elle émane. À 13 heures précises, le concierge m'a appelé pour m'annoncer l'arrivée de Nicolas. Je suis descendue et l'ai trouvé dans le hall, impeccable dans un costume gris anthracite. Son visage s'est éclairé en me voyant. « Vous avez l'air reposé. » « Je suis une excellente menteuse, » ai-je répondu avec un sourire ironique. Il a ri, un son grave et chaleureux qui a fait tourner quelques têtes dans le hall. « Alors nous avons cela en commun, tous les bons hommes d'affaires le sont. » Sa voiture attendait devant l'hôtel, une Mercedes classe S noire avec chauffeur. Le luxe discret des véritables fortunes, pas l'ostentation vulgaire des nouveaux riches. Nous nous sommes installés à l'arrière, la climatisation offrant un répit bienvenu contre la chaleur de midi. « J'ai pris la liberté de contacter un avocat », a-t-il dit pendant que nous roulions vers l'ambassade. « Spiros Maras, il est le meilleur en droit international à Athènes. Si vous devez prendre des mesures légales concernant votre fille, il pourra vous conseiller. Nicolas, vous en faites trop. Au contraire, je suis fasciné de voir comment vous allez gérer cette situation. Et puis, il a marqué une pause. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu une conversation aussi stimulante avec quelqu'un. Il y avait quelque chose dans sa voix, une solitude qui faisait écho à la mienne. Deux titans du monde des affaires, ayant tout réussi professionnellement, mais se retrouvant isolés dans leurs tours d'ivoire respectives. L'ambassade de France occupait un élégant bâtiment néoclassique sur Vassilissis Sophias, non loin du Parlement grec. Nicolas m'a accompagné jusqu'à l'entrée, glissant discrètement une enveloppe dans ma main. 500 € pour le passeport et ce dont vous pourriez avoir besoin. Je vous rembourserai dès que... Victoire, il a posé sa main sur la mienne. Ce n'est pas un prêt. C'est un cadeau entre amis. Amis, le mot me semblait étrange. Je n'avais pas eu d'amis véritables depuis des années. Des associés, des contacts professionnels, des connaissances mondaines, oui. Mais des amis? Les gens qui gravitaient autour de moi le faisaient pour mon argent, mon influence, mes connexions. Merci, ai-je murmuré, touché malgré moi. À l'intérieur de l'ambassade, j'ai été reçu par une jeune femme efficace, nommée Clotilde, qui m'a fait remplir une montagne de formulaires. Rapport de vol, déclaration sur l'honneur, demande de passeport d'urgence. Mes doigts crempaient en écrivant, mais j'ai persévéré. Madame Laurent, je dois vous informer que le délai standard pour un passeport d'urgence est de 15 jours ouvrables. 15 jours. Mon estomac s'est noué. 2 semaines de plus coincées à Athènes, sans ressources, dépendant de la charité d'étrangers. Cependant, Clotilde a ajusté ses lunettes. Étant donné votre profil et les circonstances exceptionnelles, nous pourrions accélérer le processus. Peut-être une semaine. Une semaine. 7 jours pendant lesquels Estelle aurait tout le temps de vider les comptes accessibles, de semer le chaos dans ma vie. Faites le nécessaire, s'il vous plaît. Après avoir payé les frais et fourni les photos d'identité prises dans un photomaton voisin, je suis ressorti épuisé. Nicolas m'attendait dans la voiture, parcourant des documents sur sa tablette. Alors, 1 semaine. Au mieux. Parfait. Cela vous donne le temps de préparer votre stratégie. Je me suis tourné vers lui, intrigué. Quelle stratégie? Celle qui garantira que votre fille ne gagnera pas cette guerre qu'elle a commencée. Nous avons roulé en silence pendant quelques minutes, traversant le centre d'Athènes jusqu'à sortir vers la côte. Le paysage urbain a cédé la place à des vues sur la mer Égée, d'un bleu si intense qu'il en semblait irréel. Où allons-nous? Chez moi, j'ai pensé que vous apprécieriez un endroit tranquille pour réfléchir. Et puis, il faut que vous mangiez quelque chose. Vous n'avez rien avalé depuis hier soir. Comment le savait-il? Puis j'ai réalisé qu'il avait probablement demandé au personnel de l'hôtel. Cette attention aux détails, cette capacité à anticiper les besoins, c'étaient les marques d'un véritable leader. Sa propriété se trouvait à Vouliagmeni, sur les hauteurs dominant la mer. Un mur blanc immaculé cachait la demeure, s'ouvrant sur un portail électrique qui révélait un jardin méditerranéen luxuriant. Oliviers centenaires, bougainvilliers pourpres, jasmin odorant. La maison elle-même était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, tout en blanc et en vert, avec des lignes épurées qui s'intégraient harmonieusement au paysage.
C'est magnifique, ai-je soufflé en sortant de la voiture. Ma femme l'a conçue, architecte de formation. Elle disait qu'une maison devait respirer avec son environnement, pas contre lui. Il y avait de la mélancolie dans sa voix, mais aussi de la fierté. Un homme qui honorait encore la mémoire de sa défunte épouse. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Sols en marbre blanc, mobilier minimaliste mais luxueux, œuvres d'art contemporain aux murs. Mais surtout, des baies vitrées immenses offrant une vue panoramique sur la mer. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue simplement, est apparue. « Victoire, voici Maria. Elle gère ma maison depuis 20 ans. Maria, prépare-nous un déjeuner sur la terrasse, s'il te plaît. » Maria m'a salué chaleureusement en grec, puis en anglais, avant de disparaître vers ce que je supposais être la cuisine. Nicolas m'a guidé vers une vaste terrasse ombragée par une pergola couverte de vignes. Une table était déjà dressée, face à l'infini bleu de la mer. « Asseyez-vous, détendez-vous, nous avons toute la journée. » Je me suis installée, sentant la tension dans mes épaules se relâcher légèrement. La vue était hypnotique, les vagues se brisant doucement contre les rochers en contrebas, des voiliers glissant au loin comme des jouets blancs. « Parlez-moi de votre entreprise », a-t-il demandé en servant du vin blanc dans nos verres. « Laurent Pharmaceuticals. Comment avez-vous réussi là où tant d'autres ont échoué ?» C'était un terrain familier, confortable. J'ai commencé à raconter comment Philippe et moi avions repris la petite entreprise familiale de son père, spécialisée dans les génériques. Comment nous avions identifié un créneau négligé, les maladies tropicales qui ravagèrent l'Afrique, mais n'intéressaient pas les grands laboratoires, car non rentables. Tout le monde nous disait que c'était de la folie, ai-je expliqué, m'animant malgré moi. Investir des millions dans la recherche pour des médicaments qui seraient vendus à prix coûtant. Mais Philippe avait une vision. Il disait que le vrai succès n'était pas compté en euros, mais en vies sauvées. Un idéaliste pragmatique. Il a structuré l'entreprise pour que nos médicaments pour pays riches financent nos programmes pour pays pauvres. Un modèle Robin des Bois, en quelque sorte. Et cela a fonctionné. Au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, Laurent Pharmaceuticals opère dans 53 pays. Nos traitements antipaludiques ont réduit la mortalité infantile de 40% dans les zones où ils sont distribués. Maria est arrivée avec un plateau chargé de mésés, tzatziki crémeux, olives luisantes, feuilles de vigne farcies, poulpe grillé, salade grecque débordant de feta. L'arôme m'a fait réaliser à quel point j'avais faim. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, savourant la nourriture simple mais exquise. « Votre fille comprend-elle ce que représente vraiment cette entreprise ?» a finalement demandé Nicolas. J'ai posé ma fourchette, la question touchant un air sensible. Estelle n'a jamais manifesté d'intérêt pour l'entreprise familiale. Elle voyait Laurent Pharmaceuticals comme une machine à faire de l'argent. Rien de plus. Elle ne connaît pas le prix des choses, seulement leur valeur monétaire. Exactement. Nicolas s'est penché en avant, son regard intense rivé sur le mien. Alors, enseignez-le lui. Comment ? En lui retirant tout. En la forçant à survivre sans ce filet de sécurité qu'elle prend pour acquis. Son ton était dur, presque cruel, mais quelque chose en moi vibrait d'accord. Je ne peux pas la déshériter complètement. Le testament de Philippe est clair. Mais vous pouvez restructurer la fiducie, modifier les conditions d'accès, et surtout, il a souri, vous pouvez faire quelque chose qu'elle n'attend pas du tout. Quoi ? Refaire votre vie ici, en Grèce, loin d'elle. L'idée m'a frappé comme un coup de tonnerre. Refaire ma vie, à Athènes. À 64 ans, dans un pays dont je ne parlais pas la langue, loin de tout ce qui m'était familier. C'était absurde, impossible, et pourtant. Vous êtes sérieux ? Parfaitement. Victoire, regardez-vous. En 2 jours à Athènes, vous avez été trahi, abandonné, dépouillé. Et vous êtes toujours là, droite, forte, refusant de céder. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous restiez. Mais mon entreprise, mes responsabilités, peuvent être gérées à distance. Nous sommes au XXIe siècle. J'administre Petrakis Energy depuis cette maison la moitié du temps. J'ai regardé la mer, l'esprit en ébullition. Paris représentait tout ce que j'avais construit. Mon appartement avenue Foch, mes bureaux dans le 8e arrondissement,
Mes déjeuners au Fouquet's, mes dîners à l'opéra, une vie parfaitement orchestrée, prévisible, sécurisante et profondément vide depuis la mort de Philippe. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» ai-je demandé, me tournant vers Nicolas. Nous nous connaissons depuis à peine 24 heures. Il a bu une gorgée de vin, pesant sa réponse. « Parce que je vous reconnais, Victoire. Vous êtes comme moi, un survivant, quelqu'un qui a tout construit à partir de rien, qui a tout sacrifié pour réussir. Et maintenant que nous sommes au sommet, nous découvrons que le succès est une montagne solitaire. » Sa vulnérabilité soudaine m'a touché. Cet homme puissant, ce titan de l'industrie, admettait ce que je ressentais depuis des mois sans oser me l'avouer. La solitude écrasante qui accompagne le pouvoir. « Ma femme est morte il y a 5 ans, a-t-il continué. Depuis, j'existe, mais je ne vis pas. Je travaille, je mange, je dors. Un cycle mécanique. Puis hier, je vous ai rencontré, et pour la première fois en 5 ans, j'ai ressenti quelque chose. Mon cœur s'est accéléré. Ce n'était pas une déclaration romantique, pas encore. C'était quelque chose de plus fondamental. 2 âmes solitaires reconnaissant leur reflet mutuel. « Nicolas, je ne sais pas. Ne décidez rien maintenant. Restez à Athènes 7 semaines en attendant votre passeport, laissez la ville vous parler, et ensuite, décidez. » Maria est revenue avec le plat principal, du poisson grillé, du lavraki selon Nicolas, accompagné de légumes rôtis et d'une sauce au citron. Le repas s'est poursuivi dans une atmosphère plus légère, parlant de tout et de rien. Voyages, livres, musique. J'ai découvert que Nicolas aimait Wagner et détestait Picasso, qu'il avait visité 63 pays, mais n'était jamais allé en Amérique du Sud, qu'il jouait du violoncelle en amateur. Après le déjeuner, il m'a proposé de visiter sa propriété. Nous avons marché dans le jardin, descendant un sentier de pierre jusqu'à une petite crique privée où un bateau à moteur était amarré. « Je sors en mer tous les matins à l'aube, » a-t-il dit. C'est ma méditation. Le silence, le mouvement des vagues, le lever du soleil sur les jets. Cela semble paisible. Cela l'est. Voulez-vous que nous sortions un peu ? J'ai hésité. Le soleil commençait déjà à décliner, baignant tout d'une lumière dorée. Mais quelque chose dans son invitation, dans la perspective de glisser sur cette mer mythique, m'attirait irrésistiblement. Oui. Le bateau était petit mais élégant, un Chris Craft vintage parfaitement entretenu. Nicolas a démarré le moteur avec l'aisance de quelqu'un qui a fait ce geste des milliers de fois, et nous avons quitté la crique, filant vers le large. Le vent dans mes cheveux, l'écume salée sur mes lèvres, le ronronnement régulier du moteur, c'était grisant. Je me suis tenue à la proue, fermant les yeux, sentant pour la première fois depuis des mois quelque chose ressemblant à de la liberté. Nicolas a coupé le moteur quand nous étions suffisamment loin de la côte, et nous avons dérivé doucement, le bateau se balançant au rythme des vagues. Le silence était absolu, seulement ponctué par le cri lointain des mouettes. « Mon père était pêcheur », a-t-il dit, assis à côté de moi sur le banc arrière. Pas un armateur, un simple pêcheur. Il partait avant l'aube et rentrait après le coucher du soleil, sentant le poisson et le sel. Il gagnait à peine de quoi nous nourrir. Comment êtes-vous passé de cela à Petrakis Energy ? Obstination et chance. J'ai obtenu une bourse pour étudier l'ingénierie à Athènes, puis un master à Londres. J'ai travaillé pour British Petroleum pendant 10 ans, apprenant le métier. Puis j'ai tout quitté pour créer ma propre entreprise avec un prêt de 50 000 €. Un grand risque, le seul qui valait la peine. Ma première grosse affaire, un contrat de forage en mer Noire, a failli me ruiner. Tout reposait sur un seul puits. S'il était sec, je perdais tout. Mais il ne l'était pas ? Non. Et ce puits a été le premier d'une série qui a établi Petrakis Energy comme acteur majeur dans la région. Aujourd'hui, nous valons 350 millions d'euros. Des chiffres similaires aux miens. Nous étions vraiment égaux, non seulement en fortune, mais en parcours. 2 self-made millionnaires qui avaient gravi la montagne depuis le bas. « Votre fille ne comprend pas d'où vient l'argent », a-t-il observé. « Elle est née au sommet. Elle n'a jamais eu faim, jamais eu peur de perdre ce qu'elle avait. Philippe voulait qu'elle apprenne. Il m'avait suggéré de la faire travailler dans l'entreprise, de la former. Mais j'ai été faible.
je lui ai permis de poursuivre cette carrière d'influenceuse, pensant qu'elle finirait par se lasser, par revenir vers quelque chose de plus substantiel. Au lieu de cela, elle a construit une existence basée sur l'apparence. Le nombre de likes, de followers, de commentaires, une validation superficielle et addictive. Exactement. Le soleil touchait maintenant l'horizon, embrasant le ciel de rouge et d'or. C'était d'une beauté à couper le souffle, le genre de spectacle qui vous rappelle votre insignifiance face à l'univers. Victoire, Nicolas s'est tourné vers moi, son visage grave dans la lumière déclinante. Je vais vous dire quelque chose que vous ne voulez probablement pas entendre. Allez-y. Vous devez abandonner l'espoir de changer Estelle. Elle a 30 ans, son caractère est formé. Les gens ne changent que s'ils veulent vraiment changer. Et cela nécessite une crise profonde, un moment de vérité brutale. En continuant à la protéger, en gérant sa fiducie, en étant disponible pour la sauver, vous l'empêchez d'atteindre ce point de rupture. Ces mots étaient durs, mais justes. J'avais passé 3 décennies à être le filet de sécurité d'Estelle, à amortir ses chutes, à réparer ses erreurs. Quand elle avait dépensé 100 000 € en un mois à 23 ans, j'avais payé ses dettes. Quand elle avait été arrêtée pour conduite en état d'ivresse à 26 ans, j'avais engagé le meilleur avocat de Paris. Quand son premier projet d'entreprise, une ligne de cosmétiques ridicule, avait fait faillite, j'avais épongé les pertes. Je suis sa mère. Ai-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. Et c'est précisément le problème. Vous êtes tellement investi dans votre rôle de mère que vous avez oublié d'être Victoire, la femme qui a révolutionné l'industrie pharmaceutique, la femme qui a sauvé des millions de vies, la femme qui mérite de vivre pour elle-même. Les larmes ont débordé, coulant silencieusement sur mes joues. Nicolas ne m'a pas consolée, ne m'a pas prise dans ses bras. Il m'a simplement laissé pleurer, respectant ma douleur sans essayer de la minimiser. Quand je me suis finalement ressaisie, le soleil avait disparu, laissant un crépuscule violet sur la mer. « Que me conseillez-vous de faire ?» ai-je demandé, ma voix rauque. « Demain, contactez votre banque à Paris, bloquez tous les transferts de la fiducie, puis contactez votre avocat et modifiez les termes. Estelle recevra 10 000 € par mois, pas plus, jusqu'à ses 50 ans. Le reste sera investi et restera inaccessible. Elle va me détester. Elle vous déteste déjà, Victoire. Du moins, elle déteste ce que vous représentez. Un obstacle entre elle et l'argent. Autant que cette haine serve un but constructif. J'ai inspiré profondément, l'air salin remplissant mes poumons. D'accord, je le ferai. Nicolas a démarré le moteur et nous sommes rentrés vers la crique, maintenant éclairée par des lanternes que Maria avait dû allumer. Le trajet de retour s'est fait en silence, mais c'était un silence confortable, celui de 2 personnes n'ayant pas besoin de remplir chaque instant de mots. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nicolas m'avait raccompagnée à l'hôtel la veille au soir, et nous nous étions séparés avec la promesse de nous revoir le surlendemain. J'avais besoin de cette journée pour agir, pour reprendre le contrôle de ma vie. À 8 heures précises, heure française, j'ai appelé la ligne privée de Jean-Pierre Levesque, mon avocat depuis 25 ans. Il a décroché immédiatement, sa voix trahissant l'inquiétude. « Victoire, j'ai essayé de vous joindre hier. Votre téléphone était hors service. Estelle m'a contacté, elle prétend que vous l'avez abandonnée à Athènes et... Jean-Pierre ?» L'ai-je coupé fermement. « Écoutez-moi attentivement. C'est Estelle qui m'a abandonnée. Elle a volé mon passeport, mes cartes bancaires, tout. Elle m'a laissé seule dans un pays étranger. » Un silence stupéfait a suivi. « Mon Dieu, Victoire, je suis désolée, je ne savais pas. Estelle a dit que vous étiez devenue instable, qu'elle craignait pour votre santé mentale. » La rage a bouillonné en moi, bien sûr. Estelle avait anticipé ma réaction et avait déjà commencé à semer les graines du doute, me peignant comme une vieille femme sénile. Une stratégie classique mais efficace. « Jean-Pierre, connaissez-vous le nom de la maladie qui a tué Philippe ? » Le cancer du pancréas, évidemment. Quelle était la capitalisation boursière de Laurent Pharmaceuticals au dernier trimestre ? 328 millions d'euros. Et le nom du PDG de notre principal concurrent ? Markus Hoffmann, de Bayer Pharma. Voilà. Est-ce que cela ressemble à une femme souffrant de démence ?
Non, bien sûr que non. Je suis désolée, Victoire. J'aurais dû... Ce qui est fait est fait. Maintenant, écoutez attentivement. Je veux que vous modifiez immédiatement les termes de la fiducie d'Estelle. Elle recevra désormais 10 000 € par mois, versés le 1er de chaque mois. Tout le reste, les 8 300 000 €, resteront investis et inaccessibles jusqu'à ses 50 ans. Victoire, c'est drastique. Elle va quoi? Me détester plus qu'elle ne le fait déjà? Tenter de me faire interdire? Quel essai? J'ai tous mes esprits et je peux le prouver. Exécutez mes instructions, Jean-Pierre. Aujourd'hui. Très bien, mais je dois vous avertir que cela prendra au moins 48 heures pour que les modifications soient légalement enregistrées. Faites-le en 24. Appelez tous les contacts nécessaires. Je vous autorise à payer les frais d'urgence. Entendu. Et Victoire, prenez soin de vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci, Jean-Pierre. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma banque privée à Genève. Le directeur, Christophe Weber, un Suisse méticuleux que je connaissais depuis 15 ans, a été tout aussi choqué d'apprendre la situation. « Madame Laurent, c'est inadmissible. Souhaitez-vous que nous gelions les comptes de votre fille ? » Non. Elle n'a accès qu'à son compte personnel. Environ 200 000 € si je me souviens bien. Laissez-la les dépenser. Je veux voir combien de temps cela lui prendra. Compris. Et concernant vos propres comptes ? Je veux activer les alertes de transactions sur tous mes comptes. Si quelqu'un tente d'accéder à quoi que ce soit, je veux être informé immédiatement. Et transférer 50 000 € sur un nouveau compte que j'ouvrirai ici, à Athènes. À Athènes ? Vous comptez rester en Grèce ? Peut-être. Je n'ai pas encore décidé. Après ces 2 appels, je me suis sentie vidée mais satisfaite. Les rouages étaient en marche. Estelle découvrirait bientôt que sa petite rébellion avait des conséquences bien plus importantes qu'elle ne l'avait imaginé. J'ai passé le reste de la matinée à explorer Athènes à pied. Sans argent réel, juste les 500 € de Nicolas dont j'avais à peine entamé la moitié, je me suis promenée comme une touriste ordinaire. J'ai grimpé jusqu'à l'Acropole, me joignant aux hordes de visiteurs armés de selfie sticks et de guides touristiques. Au sommet, face au Parthénon, j'ai ressenti quelque chose d'étrange et de merveilleux, de l'humilité. Ce temple avait plus de 2500 ans. Il avait survécu aux guerres, aux invasions, aux tremblements de terre, aux pillages. Les empires étaient tombés, des civilisations entières avaient disparu, mais le Parthénon demeurait, témoin silencieux de l'insignifiance de nos drames personnels face à l'éternité. Ma dispute avec Estelle, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan du temps. Dans 100 ans, dans 1000 ans, qui se souviendrait de Victoire Laurent et de sa fille ingrate? Personne. Cette pensée, au lieu de me déprimer, m'a libérée. Si rien de tout cela n'avait d'importance cosmique, alors j'étais libre de vivre comme je le voulais, sans le poids des attentes ou des obligations. J'ai déjeuné dans une petite taverne du quartier de Plaka, commandant un simple souvlaki et une salade grecque. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, avec une moustache épaisse et des yeux rieurs, a engagé la conversation en anglais approximatif. « Vous êtes française ? » ?»« Oui, de Paris. »« Ah, Paris, ville magnifique. J'y suis allée une fois pour mon mariage de lune de miel. Il y a 40 ans maintenant. » Il a ri, un son profond et joyeux qui semblait venir de son ventre. « Vous êtes ici en vacances ? » J'ai hésité. Comment qualifier mon séjour ? Exil forcé ? Retraite involontaire ? Nouveau départ ? Je cherche quelque chose. Ah ! Il a hoché la tête comme si je venais de révéler une grande vérité. Beaucoup de gens viennent à Athènes pour chercher. La ville a ce pouvoir. Elle vous montre qui vous êtes vraiment. Ces paroles, simples mais profondes, ont résonné en moi longtemps après que j'ai quitté la taverne. L'après-midi, j'ai visité le musée de l'Acropole, me perdant dans les sculptures anciennes, les frises du Parthénon, les cariatides élégantes. L'art grec célébrait le corps humain dans toute sa perfection, mais aussi dans sa fragilité. Ces statues de marbre, autrefois des personnes vivantes, immortalisées par des artistes dont nous avons oublié les noms, me rappelaient que la beauté et la force étaient éphémères,
mais que quelque chose de l'esprit humain pouvait transcender la mortalité. Quand je suis rentrée à l'hôtel en fin d'après-midi, épuisée mais étrangement revigorée, un message m'attendait à la réception. Nicolas m'invitait à dîner le lendemain soir chez lui. Tenue décontractée, précisait le message. Juste nous deux et la mer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'abandon d'Estelle, j'ai dormi sans cauchemar. Le lendemain est passé dans une brume productive. J'ai ouvert un compte bancaire dans une banque grecque avec l'aide du concierge de l'hôtel, transférant les 50 000 € de Genève. J'ai acheté un nouveau téléphone portable et une carte SIM locale. J'ai même trouvé une petite boutique vendant des vêtements élégants et me suis offert 2 tenues simples. Un pantalon de lin blanc et une tunique bleue, puis une robe fluide couleur safran. Ces achats, modestes comparés à ma garde-robe parisienne habituelle, me procuraient un plaisir simple et authentique. C'était mon argent, dépensé pour moi, sans avoir à justifier ou à expliquer. En fin d'après-midi, je me suis préparée pour le dîner chez Nicolas avec un soin particulier. J'ai choisi la robe safran, laissé mes cheveux détachés pour une fois, au lieu de mon chignon habituel, appliqué un maquillage léger. Dans le miroir, j'ai vu non pas une femme de 64 ans tentant désespérément de paraître plus jeune, mais une femme de 64 ans acceptant et embrassant son âge. Nicolas est venu me chercher à 19 h. Quand je suis descendue, son regard s'est attardé sur moi d'une manière qui m'a fait rougir comme une adolescente. « Vous êtes radieuse. C'est la lumière grecque ?» ai-je plaisanté pour masquer mon embarras. « Non, » a-t-il dit doucement. « C'est vous. Vous commencez à laisser tomber votre armure. » Sur le trajet vers Vouliagmeni, nous avons parlé de tout et de rien. Il m'a raconté comment il avait rencontré sa femme, Caterina, lors d'une conférence sur l'architecture durable à Barcelone. Elle présentait son projet de maisons écologiques, lui cherchait des moyens de rendre l'extraction pétrolière moins dommageable pour l'environnement. C'était une idéaliste, comme votre Philippe. Elle croyait qu'on pouvait changer le monde une maison à la fois. Moi, le cynique, j'ai été conquis par sa passion. Comment est-elle morte ? Embolie pulmonaire, totalement inattendue. Un matin, elle s'est réveillée avec une douleur à la poitrine. 6 heures plus tard, elle était partie. Sa voix était restée stable, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Aucun adieu, aucune chance de lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire. C'est le pire, les mots non dits qui vous hantent. Je comprends. Philippe a eu 4 mois entre le diagnostic et sa mort. Mais même avec tout ce temps, je n'ai jamais trouvé les bons mots. Peut-être n'y a-t-il pas de bons mots, a-t-il observé. À la villa, la table était dressée sur la terrasse, éclairée uniquement par des bougies et la lune presque pleine qui se levait sur la mer. Maria avait préparé un festin. Mets variés, poissons grillés, agneaux rôtis aux herbes, légumes confits au miel et au thym. Nous avons mangé lentement, savourant chaque bouchée, chaque gorgée du vin rouge corsé qu'il avait sélectionné. Jean-Pierre a appelé cet après-midi, ai-je annoncé entre 2 plats. Les modifications de la fiducie sont enregistrées. Estelle recevra son premier versement de 10 000 € le 1er septembre. Comment a-t-elle réagi quand elle l'a appris ? Je ne sais pas encore. Elle n'a pas mon nouveau numéro. Elle le découvrira quand elle tentera d'accéder au compte. Elle va essayer de vous contacter. Je sais. Et quand elle le fera, je serai prête. Nicolas a levé son verre. À la force, à la résilience et au nouveau départ. J'ai fait teinter mon verre contre le sien, sentant quelque chose se dénouer dans ma poitrine, quelque chose qui avait été serré pendant tellement d'années que j'avais oublié que c'était là. Après le dîner, nous sommes descendus jusqu'à la plage privée. Nicolas a allumé un petit feu de bois dans un foyer de pierre et nous nous sommes assis sur des coussins, regardant les flammes danser pendant que les vagues murmuraient leurs chansons éternelles. « Victoire !» a-t-il dit après un long silence. « Je dois vous poser une question personnelle. Vous pouvez refuser de répondre. Allez-y. Quand avez-vous été heureuse pour la dernière fois? Vraiment, authentiquement heureuse ?» J'ai réfléchi longuement à sa question, fouillant dans mes souvenirs. Le jour où nous avons annoncé que notre traitement contre la malaria serait fourni gratuitement dans 20 pays africains. Philippe et moi étions dans notre bureau, tard le soir, après que tout le monde soit parti.
Nous avons ouvert une bouteille de champagne et bu directement au goulot, comme des étudiants. Nous n'avions pas besoin de mots. Nous savions tous les deux que nous venions de réaliser quelque chose qui nous survivrait. Il y a combien de temps ? 8 ans. 8 ans. Presque une décennie depuis que j'avais ressenti cette joie pure et simple. Les années suivantes avaient été une succession de succès professionnels et de vides personnels. La maladie de Philippe, sa mort, la transformation d'Estelle en étrangère capricieuse, ma propre descente dans une routine confortable mais vide. « Et vous ?» ai-je demandé. « Quand avez-vous été heureux ?»« Hier, sur le bateau avec vous. » Ces mots ont flotté entre nous comme des lucioles dans la nuit. Je n'ai pas su quoi répondre. Cette honnêteté brutale, cette vulnérabilité qu'il m'offrait, me terrifiait autant qu'elle m'attirait. « Nicolas, nous nous connaissons depuis 4 jours. »« 5, a-t-il corrigé avec un sourire. « Et j'ai appris plus sur vous en 5 jours que sur la plupart des gens que je fréquente depuis des années. Vous savez seulement ce que je vous ai dit. Vous ne connaissez pas mes défauts, mes manies insupportables, mes côtés sombres. Alors dites-moi le pire de vous, je vous écoute. » Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur son visage. Il était sérieux, il voulait vraiment savoir. « Je suis obsessionnel », ai-je commencé lentement. Quand quelque chose m'intéresse, je ne peux pas lâcher prise. J'y pense constamment, je planifie, j'analyse jusqu'à l'épuisement. Philippe disait que je transformais tout en projet stratégique, même nos vacances. Continue. Je suis froide. Les gens disent là que je manque d'empathie. Dans les réunions, quand des employés pleurent, parlent de leurs problèmes personnels, je ne sais pas comment réagir. Je comprends intellectuellement leur douleur, mais je ne la ressens pas. « Vous la ressentez ?» a-t-il contredit doucement. « Vous avez juste appris à la compartimenter, c'est différent. » Je suis égoïste. Quand Philippe était malade, durant ces derniers mois, je continuais à travailler 14 heures par jour. Je me disais que c'était pour l'entreprise, pour assurer notre héritage. Mais la vérité, c'est que je ne supportais pas de le voir mourir. Alors je fuyais dans le travail. Ma voix s'est brisée. Ces aveux que je n'avais jamais faits à personne, pas même à mon thérapeute à Paris, sortaient maintenant dans l'obscurité complice de cette plage grecque. Et le pire ? Nicolas s'est rapproché, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des vagues. « Quel est votre plus grand secret, Victoire ?» J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Une partie de moi est soulagée qu'Estelle m'ait abandonnée. Parce que maintenant, je n'ai plus à prétendre. Plus à jouer le rôle de la mère aimante face à une fille qui me méprise. Plus à sourire lors des dîners de famille toxiques. Elle a pris la décision que je n'avais pas le courage de prendre. Elle a rompu le lien. Et je me déteste pour être soulagée. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais mon propre cœur battre. J'avais tout révélé, exposé mes parties les plus laides, les plus honteuses. Nicolas allait me juger, me trouver monstrueuse, réaliser son erreur. Au lieu de cela, il a pris ma main. Merci. Pourquoi me remercier ? Pour votre honnêteté, pour me montrer qui vous êtes vraiment, sans masque. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez m'offrir. Nous sommes restés assis ainsi longtemps, ma main dans la sienne, regardant le feu s'éteindre lentement. Puis, Nicolas a commencé à parler, me révélant ses propres ombres. Il m'a raconté comment il avait trahi son meilleur ami pour une affaire lucrative il y a 20 ans. Comment il avait licencié 200 employés juste avant Noël parce que c'était financièrement avantageux. Comment il avait négligé Caterina pendant les premières années de leur mariage, trop obsédé par l'expansion de son entreprise. Comment, après sa mort, il avait essayé de combler le vide avec une succession de liaisons superficielles qui l'avaient laissé plus seul encore. Nous sommes tous imparfaits, Victoire. Tous cassés à notre manière. La question n'est pas d'être parfait, c'est d'être honnête sur nos imperfections. Quand il m'a raccompagné à l'hôtel cette nuit-là, nous nous sommes séparés avec une étreinte qui a duré peut-être 3 secondes trop longtemps pour être simplement amicale. Mais ni lui ni moi n'avons franchi cette ligne invisible. Pas encore. Les jours suivants ont pris un rythme étrange et merveilleux. Le matin, je gérais mes affaires depuis ma chambre d'hôtel. Vidéoconférence avec mon équipe à Paris, révision de rapports financiers, approbation de décisions stratégiques. J'ai découvert que Jean-Pierre avait raison. L'entreprise fonctionnait parfaitement sans ma présence physique. Mon absence n'avait rien perturbé. Cette réalisation était à la fois humiliante et libératrice.
L'après-midi, j'explorais Athènes. J'ai visité le musée archéologique national, me perdant pendant des heures parmi les sculptures cycladiques et les bijoux mycéniens. J'ai déambulé dans les marchés aux puces de Monastiraki, marchandant avec des vendeurs en utilisant mon grec rudimentaire appris sur une application. J'ai même pris un cours de cuisine grecque dans une petite école du quartier de Psyrie, apprenant à préparer des dolmades et du moussaka avec 6 autres touristes. Les soirées, je les passais avec Nicolas. Nous dînions tantôt dans des restaurants étoilés donnant sur l'acropole illuminée, tantôt dans des tavernes de quartier où il connaissait le propriétaire depuis 30 ans. Nous parlions de philosophie, de politique, d'art, de science. Nous débattions, nous disputions même parfois, nos tempéraments forts se heurtant, puis trouvant un équilibre. Il m'a présenté à son cercle restreint d'amis, un architecte renommé, une galeriste influente, un professeur de philosophie à l'université d'Athènes, des gens brillants, passionnés, qui m'ont accueilli avec une chaleur qui contrastait avec la froideur polie de mon cercle parisien. Le 6e jour après mon arrivée à Athènes, l'ambassade m'a appelé. Mon passeport d'urgence était prêt. Je pouvais rentrer à Paris quand je voulais. Je suis allé le chercher l'après-midi même, tenant ce petit livret bleu marine dans mes mains comme si c'était un objet extraterrestre. Mon visage sur la photo, sévère, fatigué, plus vieux que je ne me souvenais. Mais c'était mon ticket pour la liberté. Je pouvais partir, retrouver mon appartement, mon bureau, ma vie organisée. Au lieu de réserver un vol, je suis allé me promener dans le jardin national, un oasis de verdure au cœur d'Athènes. Je me suis assise sur un banc près d'un petit étang où des tortues se prélassaient au soleil. Des enfants jouaient non loin, leurs cris joyeux résonnant entre les arbres centenaires. Mon téléphone a sonné. Un numéro français non enregistré. Mon cœur s'est accéléré. Estelle. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Maman ? Sa voix était petite, fragile, si différente de son ton arrogant habituel. Maman, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai attendu, ne disant rien. Je suis désolée. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. J'ai perdu la tête. J'avais des problèmes, des dettes, je paniquais. Combien ? Ma voix était neutre, clinique. Quoi ? Combien de dettes ? Et pourquoi ? Un silence, puis, dans un souffle, 400 000 €, j'ai un problème avec les jeux en ligne. Et aussi, de la cocaïne. Pas beaucoup, juste pour tenir lors des événements, des soirées. Mon sang s'est glacé. Ma fille, toxicomane et joueuse compulsive. Comment ne l'avais-je pas vu ? Ou plutôt, comment avais-je choisi de ne pas le voir ? Les gens à qui je dois, maman, ce ne sont pas des banques. Ce sont des hommes dangereux. Ils ont menacé de me faire du mal. C'est pour ça que j'étais désespérée à Athènes. Je pensais que si j'avais accès à l'argent, je pourrais tout régler et tout recommencer. Perdre encore plus. Te détruire complètement. Non, je te jure, maman, cette fois c'est différent. J'ai compris. J'ai besoin d'aide. J'ai commencé à voir un thérapeute. Je suis entrée en contact avec un centre de désintoxication à Marseille. Mais ils veulent 50 000 € d'acompte pour le programme, et avec les 10 000 par mois de la fiducie, je ne peux pas. Stop ! J'ai interrompu fermement. Estelle, écoute-moi très attentivement. Je vais te dire quelque chose que tu ne veux probablement pas entendre, mais que tu as besoin d'entendre. Elle sanglotait maintenant à l'autre bout de la ligne. Je ne paierai pas tes dettes. Je ne paierai pas ta cure. Je ne te sauverai pas. Maman, s'il te plaît, laisse-moi finir. Ton père le savait. Il savait que tu avais ces démons. C'est pourquoi il a créé la fiducie avec ces termes. Non pas parce qu'il ne t'aimait pas, mais précisément parce qu'il t'aimait. Il voulait que tu sois forcé de faire face à tes problèmes sans pouvoir les noyer dans l'argent. Mais ces hommes vont me tuer. Non, ils ne le feront pas. Les usuriers ne tuent pas leurs débiteurs, ils les saignent. Va voir la police, Estelle. Dépose une plainte. Admets ce que tu as fait. Affronte les conséquences. Tu es en train de me condamner. Non, je suis en train de te libérer. Ces 10 000 € par mois, c'est suffisant pour vivre modestement, pour payer un thérapeute, pour reconstruire ta vie. Mais seulement si tu le veux vraiment, si tu es prête à travailler, à grandir, à changer. Et si je ne peux pas ?
Sa voix était maintenant celle d'une petite fille apeurée, et pendant un instant, j'ai été tentée de céder, de tout arranger, comme je l'avais toujours fait. Puis j'ai pensé à Nicolas, à ses paroles. Vous l'empêchez d'atteindre son point de rupture. Alors tu échoueras, et tu apprendras de cet échec. Ou tu ne l'apprendras pas, et tu continueras à échouer jusqu'à ce que tu décides que tu en as assez. Mais ce sera ton choix, Estelle. Plus le mien. Je te déteste. Je sais. Mais un jour, peut-être, tu me remercieras. Tu es une mère horrible. Probablement. Mais je suis une mère honnête. Je t'aime, Estelle. Je t'aimerai toujours. Mais je ne te sauverai plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains tremblant si violemment que j'ai failli lâcher le téléphone. J'ai pleuré sur ce banc pendant 10 minutes, des larmes de douleur et de libération mêlées. Quand je me suis finalement ressaisie, j'ai appelé Nicolas. J'ai parlé à Estelle. Et je lui ai dit non. Comment te sens-tu? Comme si j'avais sauté d'une falaise, terrifiée, exhilarée, vivante. Bien, viens dîner ce soir. J'ai quelque chose à te montrer. Ce soir-là, quand je suis arrivée chez Nicolas, j'ai trouvé la villa transformée. Des dizaines de bougies illuminaient la terrasse et une table était dressée pour deux. Mais pas sur la terrasse habituelle. Non, elle était installée sur un ponton flottant, directement au-dessus de l'eau, accessible par une passerelle de bois. Les vagues léchaient doucement les piliers, créant une mélodie apaisante. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé, stupéfaite. « Une célébration » a répondu Nicolas en me tendant une coupe de champagne. « Tu as fait quelque chose d'extraordinairement difficile aujourd'hui. Tu mérites d'être célébré. » Nous avons marché jusqu'au ponton, nos pas faisant légèrement osciller la structure. La sensation d'être suspendu au-dessus de l'eau, entouré par la mer de tous côtés, était à la fois déstabilisante et magique. Le dîner était simple mais exquis. Langoustines grillées, salade de poulpe, riz au safran. Maria nous a servi avec un sourire complice, puis s'est éclipsée, nous laissant seuls sous le ciel étoilé. « Tu as ton passeport » a observé Nicolas après notre premier verre. « Tu peux rentrer à Paris quand tu veux. »« Oui, vas-tu le faire ?» J'ai regardé autour de moi, la mer Noire argentée par la lune, les lumières d'Athènes scintillant au loin, cet homme face à moi dont la présence était devenue aussi naturelle que respirée. Je ne sais pas. Ma vie est à Paris. Mon entreprise, mon appartement, mes habitudes. Mais ton cœur ? Il s'est penché en avant, son regard intense fixé sur moi. Où est ton cœur, Victoire ? La question m'a transpercée. Où était mon cœur ? À Paris, dans cet appartement trop grand où je vivais seule depuis 18 mois. Dans ce bureau où je passais 60 heures par semaine à diriger une entreprise qui fonctionnait parfaitement sans moi. Ou ici, dans cette ville chaotique et belle, avec cet homme qui me voyait vraiment. Mon cœur, ai-je dit lentement, est en train de découvrir qu'il peut battre ailleurs. Nicolas a souri, ce sourire rare qui transformait tout son visage. J'ai une proposition à te faire, professionnelle d'abord, puis personnelle. Je t'écoute. Professionnelle, Petrakis Energy veut se diversifier dans les biotechnologies. Nous avons les ressources financières, les infrastructures, les connexions politiques. Ce qui nous manque, c'est l'expertise. Laurent Pharmaceuticals pourrait fusionner avec ma division biotechnologie, une joint venture à 50-50. Mon esprit s'est immédiatement mis en mode analyse. Une fusion entre nos deux entreprises créerait un géant de l'industrie. Les synergies seraient énormes. L'accès de Petrakis aux marchés émergents, combiné à notre expertise pharmaceutique, pourrait révolutionner l'accès aux soins dans les pays en développement. C'est brillant, mais cela nécessiterait des mois de négociations, de due diligence, d'approbation réglementaire. 8 à 12 mois selon mes conseillers, ce qui signifie que tu devrais faire la navette entre Paris et Athènes régulièrement. Ou il a marqué une pause. Tu pourrais établir le quartier général de la nouvelle entité ici, à Athènes. Déplacer le siège social de Laurent Pharmaceuticals. Pourquoi pas, la Grèce offre des avantages fiscaux considérables pour les entreprises internationales. Le coût de la vie est inférieur. Et stratégiquement, nous sommes au carrefour entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'était fou, audacieux et terriblement tentant.
Et la proposition personnelle? Nicolas a posé sa coupe, s'est levé et a contourné la table pour s'agenouiller à côté de ma chaise. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Je ne suis pas en train de te demander en mariage », a-t-il dit rapidement en voyant mon expression. « Nous nous connaissons depuis seulement 10 jours, mais je te demande une chance de voir où cela pourrait nous mener. Reste à Athènes, pas pour moi, mais pour toi, pour découvrir qui est Victoire Laurent quand elle n'est pas définie par son rôle de mère, de veuve, de PDG. Juste Victoire. » J'ai regardé ce fier grec agenouillé devant moi, offrant non pas des promesses éternelles, mais quelque chose de plus précieux, la possibilité. Et si cela ne marche pas entre nous? Alors nous aurons au moins essayé, et nous resterons partenaires en affaires, et j'espère, amis. J'ai tendu la main, caressant sa joue rugueuse. Tu es soit très sage, soit complètement fou. Les deux, probablement. Nous avons ri, et dans ce rire, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Les derniers vestiges de la victoire. Laurent parisienne, rigide et contrôlée, se sont dissous, laissant place à quelque chose de nouveau et d'effrayant, la vulnérabilité. « Je vais rester », ai-je entendu ma propre voix dire, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. 3 mois, pour voir, pour explorer la fusion professionnelle et la possibilité personnelle. Nicolas s'est relevé et m'a prise dans ses bras. Nous sommes restés ainsi, enlacés sur ce ponton flottant, bercés par le mouvement des vagues. Puis, il m'a embrassée. Ce n'était pas un baiser passionné de cinéma. C'était doux, hésitant, comme 2 personnes apprenant un nouveau langage. Mais c'était réel. Et après tant d'années à jouer des rôles, le réel était infiniment plus précieux que le parfait. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai annoncé à mon conseil d'administration à Paris que j'explorais une fusion stratégique avec Petrakis Energy. La nouvelle a été accueillie avec un mélange d'enthousiasme et de scepticisme. Plusieurs membres ont exprimé des inquiétudes sur le fait de déplacer le siège social hors de France. « Madame Laurent », a dit notre CFO lors d'une vidéoconférence, « c'est une décision majeure qui pourrait aliéner nos actionnaires français. » Nos actionnaires, ai-je répondu fermement, se soucient des profits et de la croissance. Si cette fusion double notre valeur marchande, comme les projections le suggèrent, ils applaudiront. J'ai loué un appartement à Athènes, dans le quartier de Kolonaki, avec vue sur la colline de Lycabette. 2 chambres, terrasse avec jardin, cuisine moderne. Rien de comparable à mon penthouse avenue Foch, mais c'était à moi, choisi par moi, pour moi. J'ai engagé un professeur de grec, une femme énergique nommée Despina, qui me faisait répéter les mêmes phrases pendant des heures jusqu'à ce que ma prononciation soit acceptable. J'ai rejoint un club de natation à Vouliagmeni, nageant dans les eaux thermales chaque matin à 6 heures. J'ai même commencé à cuisiner, moi qui n'avais pas touché une casserole depuis 20 ans. Nicolas et moi avons développé notre propre rythme. Nous dînions ensemble 3 ou 4 fois par semaine, mais gardions nos espaces respectifs. Il ne m'a jamais demandé de m'installer chez lui, et je ne l'ai jamais suggéré. Nous construisions quelque chose lentement, prudemment. 2 personnes mûres sachant que rien de précieux ne se construit dans la précipitation. La fusion progressait. Nos équipes juridiques travaillaient sur les détails, nos équipes financières calculaient les synergies, nos équipes scientifiques identifiaient les projets de recherche conjoints. C'était complexe, frustrant parfois, mais exaltant. Estelle ne m'a pas rappelé pendant 6 semaines. Puis, un soir de novembre, elle m'a envoyé un message. « Je suis en cure à Marseille, programme de 6 mois. J'ai vendu mon appartement pour payer une partie de mes dettes. Les 10 000 par mois couvrent le reste et la cure. Tu avais raison, je te déteste encore un peu pour ça. Mais tu avais raison. » J'ai pleuré en lisant ce message. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Ma fille était vivante. Ma fille faisait face. Ce n'était qu'un début, je le savais. La route serait longue, semée d'embûches, de rechutes peut-être. Mais c'était son chemin, pas le mien. J'ai répondu simplement « Je suis fière de toi, je t'aime ». Elle n'a pas répondu immédiatement. Cela m'a pris 3 jours. Puis, moi aussi. Peut-être, je ne sais pas encore, mais je veux essayer de comprendre. C'était suffisant. En décembre, par une froide soirée athénienne, Nicolas m'a invité à l'opéra, Tosca, au magnifique théâtre Olympia.
Nous nous sommes habillés élégamment, lui en smoking, moi dans une robe de soirée noire que j'avais fait venir de Paris. Durant l'entracte, alors que nous buvions du champagne dans le foyer, un homme s'est approché. « Nicolas, je ne savais pas que tu étais amateur d'opéra. » C'était visiblement un ami ou une connaissance. Ils ont échangé quelques plaisanteries en grec, puis l'homme s'est tourné vers moi. « Et voici votre charmante épouse ?» Nicolas a hésité une fraction de seconde, puis m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai souri et tendu la main. Pas encore. Mais qui sait ce que l'avenir réserve? L'homme a ri et s'est éloigné. Nicolas m'a fixé, incrédule. Pas encore? Tu as demandé 3 mois pour voir si cela pouvait marcher. Les 3 mois se terminent dans 2 semaines. Et je pense que nous devrions peut-être envisager une prolongation. Son sourire aurait pu éclairer toute Athènes. La nouvelle année est arrivée avec une tempête inattendue. Pas une tempête météorologique, mais quelque chose de bien pire. Une crise chez Laurent Pharmaceuticals. Notre plus grand client, un consortium africain représentant 23 pays, menaçait de rompre ses contrats à cause de rumeurs selon lesquelles la fusion avec Petrakis Energy conduirait à une augmentation des prix. J'ai dû rentrer d'urgence à Paris en janvier. Mon premier retour depuis mon départ forcé en septembre. L'appartement avenue Foch sentait le renfermer. La femme de ménage avait fait son travail, mais l'endroit semblait mort, figé dans le temps. Les photos de famille me regardaient depuis leurs cadres argentés. Estelle enfant, souriante et innocente. Philippe et moi, le jour de notre mariage, jeunes et pleins d'espoir. La famille au complet lors de vacances à Saint-Tropez, une illusion de bonheur parfait. J'ai passé 2 semaines épuisantes à éteindre des feux. Réunion avec le consortium africain pour les rassurer. Vidéoconférence avec les actionnaires nerveux. Conférence de presse pour contrôler le récit médiatique. Je me suis retrouvé plongé dans mon ancienne vie, portant mes anciens tailleurs, assistant à mes anciens dîners mondains, échangeant des banalités polies avec des gens dont je ne me rappelais même plus les noms. Mais quelque chose avait changé. Ou plutôt, j'avais changé. Ces rituels qui définissaient autrefois ma vie me semblaient maintenant creux et épuisants. Les conversations superficielles sur les derniers spectacles au Palais Garnier, les potins sur qui divorce qui a acheté quel yacht. Tout cela me paraissait futile. Nicolas m'appelait chaque soir. Nous parlions pendant des heures, et sa voix était la seule chose qui rendait Paris supportable. « Tu manques à Athènes, » disait-il. « Athènes me manque, » répondais-je. « Tu me manques. Alors rentre. Bientôt, je dois d'abord stabiliser la situation ici. » Mais bientôt se transformait en jours, puis en semaines. La crise chez Laurent Pharmaceuticals s'aggravait. Des fuites dans la presse suggéraient que j'abandonnais l'entreprise pour une aventure amoureuse en Grèce. Le conseil d'administration était divisé. Certains membres soutenaient en la fusion, d'autres exigeaient mon retour permanent à Paris. Puis, lors d'une réunion particulièrement houleuse fin janvier, quelque chose d'inattendu s'est produit. Notre directeur des opérations, Marc Dubois, un homme avec qui je travaillais depuis 15 ans, s'est levé. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Laurent, je pense qu'il est temps d'être honnête. Cette entreprise ne dépend pas de votre présence physique à Paris. Elle ne l'a jamais fait. Vous êtes brillante, visionnaire, mais vous n'êtes pas indispensable. Personne ne l'est. » Le silence dans la salle était assourdissant. Plusieurs membres semblaient choqués par cette franchise brutale. Mais Marc a continué. « Ce dont cette entreprise a besoin, c'est de votre vision stratégique, de votre intégrité, de votre engagement envers notre mission. Pas de votre présence physique dans ce bâtiment. Vous pouvez diriger depuis Athènes aussi efficacement que depuis Paris. Peut-être même mieux si cela vous rend plus heureuse. Parce qu'un leader malheureux est un leader inefficace. » Ces paroles ont résonné dans toute la pièce. Puis, de manière surprenante, notre CFO a applaudi. Lentement, d'autres se sont joints à lui. Pas tous, mais suffisamment. Marc a raison, a dit notre vice-présidente de la recherche, une femme brillante nommée Dr Sophie Chen. Nous avons tous remarqué le changement en vous depuis Athènes, Madame Laurent. Vous semblez vivante, énergique. Vous avez des idées audacieuses que vous n'auriez jamais proposées avant.
la fusion avec Petrakis Energy est révolutionnaire. Ne la sabotez pas en cédant à la pression de ceux qui résistent au changement. Cette réunion a marqué un tournant. Le Conseil a voté, 12 voix pour poursuivre la fusion et me permettre de diriger depuis Athènes, 8 contre. Ce n'était pas unanime, mais c'était suffisant. Je suis rentré à Athènes début février, juste à temps pour la fête de la Saint-Valentin. Nicolas m'attendait à l'aéroport, tenant un bouquet de pivoine blanche, mes fleurs préférées. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé à quel point ces 3 semaines avaient été longues. Nous ne sommes pas allés directement à l'appartement. À la place, il m'a emmené dans un endroit que je ne connaissais pas. Une petite chapelle byzantine, perchée sur les collines au-dessus d'Athènes. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orangé et rose. « J'ai beaucoup réfléchi pendant ton absence », a-t-il dit alors que nous nous tenions sur le parvis, surplombant la ville qui scintillait en contrebas. « À ce que je veux, à ce dont j'ai besoin, à ce qui compte vraiment. »« Et qu'as-tu conclu ?» Il s'est tourné vers moi, prenant mes 2 mains dans les siennes. « Que j'ai 65 ans, que je pourrais vivre encore 20 ans, ou mourir demain, que j'ai passé les 5 dernières années à exister sans vivre, et que depuis que tu es entré dans ma vie, je me sens à nouveau vivant. » Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. « Nicolas, attends, laisse-moi finir. Je ne te demande pas de m'épouser tout de suite. Je sais que tu as besoin de temps, que nous avons besoin de temps. Mais je te demande de construire une vie avec moi. Pas seulement une relation, mais une vraie vie. Une maison que nous partagerions. Des projets communs au-delà des affaires. Des voyages, des aventures, des matins paresseux et des soirées tranquilles. Je veux tout cela avec toi. » Les larmes coulaient sur mes joues. À 64 ans, je pleurais comme une adolescente. « Oui, » ai-je murmuré. « Oui à tout cela. » Il m'a embrassée alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de Philippe. L'espoir. Les mois suivants ont été un tourbillon de travail et de bonheur. La fusion entre Laurent Pharmaceuticals et Petrakis Energy a été finalisée en avril, créant Laurent Petrakis International, une société valant 750 millions d'euros. Les médias économiques internationaux en ont fait leur gros titres. Fortune, Forbes, The Economist, tous ont couvert cette union improbable entre une entreprise pharmaceutique française et un conglomérat énergétique grec. Nous avons célébré avec une grande soirée à Athènes, invitant des partenaires, des investisseurs, des représentants gouvernementaux. J'étais resplendissante dans une robe Dior bleu nuit, Nicolas impeccable dans un smoking sur mesure. Nous avons dansé pour la première fois en public, et les flashs des photographes ont immortalisé ce moment. Mais le vrai bonheur ne venait pas de ces événements publics. Il venait des moments privés. Nos matinées où nous sortions en mer avant l'aube. Nos soirées où nous cuisinions ensemble, lui préparant le poisson, moi les légumes. Nos après-midi où nous travaillions côte à côte dans son bureau vitré, échangeant occasionnellement un regard complice. En mai, j'ai reçu un autre message d'Estelle. Elle avait terminé son programme de désintoxication et était maintenant en phase de suivi ambulatoire. Elle avait trouvé un emploi dans une petite ONG qui travaillait avec des adolescents en difficulté. Le salaire était modeste, mais elle semblait différente. Sa voix dans le message vocal qu'elle m'a envoyé était claire, sobre, mature. « Maman, je voulais te dire que j'ai compris. Pas tout. Pas encore. Mais j'ai compris pourquoi papa a structuré les choses comme il l'a fait. Et pourquoi tu as tenu bon. Tu m'as donné la chose la plus difficile à donner, la responsabilité de ma propre vie. Je t'en ai voulu, je t'en veux encore un peu. Mais je commence à voir que c'était de l'amour. Un amour dur, mais de l'amour quand même. » Elle a fait une pause, puis a ajouté « J'ai vu les photos de toi et de ce grec dans les magazines. Tu as l'air heureuse, vraiment heureuse. Je ne me souviens pas de t'avoir vue comme ça, même avec papa. C'est bien, tu mérites d'être heureuse. » J'ai écouté ce message 10 fois, pleurant à chaque écoute. 2 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Paris. Pas pour l'entreprise cette fois, mais pour voir ma fille. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille du Marais, loin des endroits branchés où elle avait l'habitude de traîner. Elle était méconnaissable. Ses cheveux,
autrefois décolorées et coiffées de manière extravagante, étaient maintenant de leur couleur naturelle, châtain, coupé simplement. Pas de maquillage outrancier, juste un soupçon de mascara. Elle portait un jean et un pull simple, pas de marque visible, mais surtout, ses yeux étaient clairs, présents. « Salut, maman. Salut, ma chérie. » Nous nous sommes assises maladroitement, comme deux étrangères apprenant à se connaître. Ce que nous étions, en un sens. « Tu es belle, » ai-je dit sincèrement. « Je suis sobre, ça aide. » Nous avons commandé du café et des croissants. Puis, lentement, nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Pas les conversations superficielles que nous avions depuis des années, mais des échanges honnêtes et douloureux. « Je t'ai blâmée pour tout, » a-t-elle admis. Pour la mort de papa, pour ma propre incapacité à gérer ma vie, pour mon addiction. C'était plus facile que d'accepter ma responsabilité. « Et moi, je t'ai protégée de tout, » ai-je répondu. « Je ne t'ai jamais laissé échouer vraiment. À chaque fois que tu tombais, j'étais là pour te rattraper. Je t'ai rendu un mauvais service. » « Pourquoi tu as fait ça ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Parce que c'est ce que font les mères, je suppose. Nous voulons épargner à nos enfants la douleur, l'échec, la déception. Mais en faisant cela, nous les empêchons d'apprendre, de grandir, de devenir des adultes complets. Estelle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Ce que tu as fait à Athènes, me laisser là, refuser de me sauver. C'était horrible. J'ai vraiment cru que tu m'avais abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, je t'ai libéré. » Je commence à comprendre la différence. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle m'a raconté sa descente. Comment le jeu en ligne avait commencé comme une distraction, puis était devenu une obsession. Comment la cocaïne l'aidait à tenir lors des événements interminables où elle devait être « on ». Comment elle avait emprunté à des gens de plus en plus dangereux, creusant un trou dont elle ne voyait pas l'issue. Quand tu m'as dit non au téléphone, quand tu as refusé de payer mes dettes, j'ai pensé que ma vie était finie. Mais bizarrement, c'est là qu'elle a vraiment commencé. Les mois d'été ont été les plus heureux de ma vie. J'avais 64 ans, un âge où la plupart des gens pensent à la retraite, à ralentir, à se retirer. Au lieu de cela, je me sentais renaître. Nicolas et moi avons fusionné nos vies comme nous avions fusionné nos entreprises, avec soin, patience et vision à long terme. En juin, nous avons acheté ensemble une propriété sur l'île de Paros, une maison cycladique traditionnelle que nous avons rénovée selon nos goûts. Murs blancs, volets bleus, terrasse immense surplombant la mer Égée. Nous y passions les week-ends, déconnectant complètement du monde des affaires. Je découvrais les plaisirs simples que j'avais négligés pendant des décennies. Lire un roman entier en une journée, nager jusqu'à épuisement dans les eaux cristallines, préparer un repas élaboré juste pour le plaisir de créer. Laurent Petrakis International prospérait au-delà de nos projections. Notre nouveau traitement contre la malaria, développé conjointement par nos équipes de recherche athéniennes et parisiennes, entrait en phase finale de tests cliniques. Si tout se passait bien, il serait disponible dans 18 mois, révolutionnant le traitement de cette maladie qui tuait encore des centaines de milliers de personnes chaque année. En août, Nicolas m'a surprise avec une proposition inattendue. « Marions-nous » Nous étions sur notre terrasse à Paros, regardant le soleil se coucher, un verre de vin à la main. Sa déclaration était si directe, si peu romantique dans sa formulation, que j'ai éclaté de rire. « C'est vraiment comme ça que tu me demandes en mariage ?» Il a souri, un peu embarrassé. « J'ai 66 ans. Je ne vais pas m'agenouiller avec un diamant dans une boîte de velours. Nous sommes trop vieux pour ces jeux. Parle pour toi. Moi, j'aurais bien aimé le diamant. » Il a ri, puis est devenu sérieux. « Victoire, nous savons tous les deux que c'est ce que nous voulons. Nous vivons déjà comme un couple marié. Autant le rendre officiel. C'est l'homme le plus romantique du monde, ai-je dit au ciel. Je suis un homme pratique. Tu es impossible. » Alors, oui ou non? J'ai regardé cet homme têtu, brillant, imparfait, qui avait changé ma vie, qui m'avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, pour choisir le bonheur, pour vivre vraiment. Oui, mais à une condition. Laquelle? Nous invitons Estelle. Son expression s'est adoucie. Bien sûr, c'est ta fille.
elle sera toujours ta fille. Nous nous sommes mariés en septembre, exactement 1 an après notre rencontre. Une cérémonie simple dans une petite chapelle à Paros, avec vue sur la mer infinie. Pas de grande fête, juste une 50aine d'invités triés sur le volet, des amis proches, des collègues devenus amis, et Estelle. Ma fille est arrivée la veille du mariage. Elle était sobre depuis 8 mois maintenant, travaillant dur dans son ONG, reconstruisant sa vie pierre par pierre. Nous nous parlions régulièrement au téléphone, mais c'était la première fois que nous nous voyions depuis notre café à Paris. Elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Une connexion réelle. Pas le fossé toxique qui nous avait séparés, mais un pont fragile en construction. « Tu es magnifique, maman !» a-t-elle dit en voyant ma robe simple mais élégante en soie ivoire. « Merci d'être venue. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Tu mérites d'être heureuse. Et ce Nicolas. » Elle a souri. Il te regarde comme papa te regardait. Comme si tu étais la personne la plus fascinante du monde. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu me pardonnes ? Pour Athènes. Elle a pris mes mains dans les siennes. Il n'y a rien à pardonner. Tu m'as sauvé la vie en refusant de me sauver. Je comprends ça maintenant. Tu as été courageuse quand j'avais besoin de courage, pas de facilité. La cérémonie a été simple et émouvante. Un prêtre orthodoxe grec a béni notre union dans un mélange de grec et de français. Nous avons échangé des anneaux simples en or. Quand Nicolas m'a embrassée, nos invités ont applaudi, et j'ai entendu Estelle pleurer doucement de joie. La réception s'est tenue dans le jardin de notre maison, sous les oliviers centenaires. Nourriture grecque traditionnelle, musique live, danse jusqu'aux petites heures. J'ai dansé avec Nicolas, avec des amis, et enfin avec Estelle. « Je vais devenir tata », a-t-elle murmuré pendant que nous tournions lentement. « Quoi ? Mon petit ami et moi nous parlons d'avoir des enfants. Dans quelques années, quand je serai vraiment stable, il travaille dans la même ONG, il est incroyable. Tu vas l'adorer. » Mon cœur s'est gonflé de joie et d'espoir. Ma fille pensait à l'avenir. Elle faisait des plans. Elle construisait quelque chose de réel. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Viens nous voir à Paris le mois prochain, tous les deux, Nicolas et toi. Nous viendrons. Tard dans la nuit, quand presque tous les invités étaient en partie, Nicolas et moi nous sommes retrouvés seuls sur la plage, nos pieds dans l'eau tiède. La lune était pleine, transformant la mer en argent liquide. « Madame Petrakis Laurent », a-t-il dit. « Comment te sens-tu » Nous avions décidé de combiner nos noms professionnellement et personnellement. C'était plus compliqué légalement, mais cela représentait qui nous étions. 2 égaux, 2 partenaires, construisant quelque chose de nouveau ensemble. « Vivante », ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années, complètement vivante. « Tu regrettes Paris ?» J'ai réfléchi honnêtement à sa question. Je regrette ce que Paris représentait. Sécurité, prévisibilité, confort. Mais non, je ne regrette pas Paris. Ma vie là-bas était dorée, mais vide. Ici, avec toi, elle est imparfaite, mais pleine. Et Estelle ? Estelle et moi ne serons jamais ce que j'avais imaginé quand elle était petite. Nous ne serons pas ces mères et filles qui font du shopping ensemble et partagent tous leurs secrets. Mais nous sommes en train de construire quelque chose de différent, quelque chose d'honnête. Et peut-être que c'est mieux. Nicolas m'a attiré contre lui et nous sommes restés ainsi longtemps, regardant les étoiles se refléter dans la mer. « Sais-tu ce que je trouve extraordinaire ?» a-t-il dit finalement. « Quoi ? Qu'il y a 1 an, tu étais abandonné dans une chambre d'hôtel à Athènes, sans passeport, sans argent, trahi par ta propre fille. Et maintenant ? Et maintenant, je suis mariée à un Grec têtu sur une île perdue en Méditerranée. Exactement. La vie est étrange. La vie est belle. Nous sommes rentrés à la maison main dans la main. Notre maison, notre vie. Les mois suivants ont été remplis de travail et de joie. Laurent Petrakis International a ouvert un nouveau centre de recherche à Athènes, employant 300 scientifiques. Notre traitement contre la malaria a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons signé des accords pour le distribuer gratuitement dans 40 pays africains. Estelle est venue nous rendre visite à Noël, avec son petit ami, Thomas, un travailleur social de 32 ans avec un cœur énorme et des idées idéalistes qui me rappelaient Philippe.
Nous avons passé une semaine ensemble, explorant les îles grecques, partageant des repas, construisant lentement une relation familiale nouvelle. Le soir du Nouvel An, nous étions tous les 4 sur notre terrasse à Paros. Nicolas a ouvert une bouteille de champagne vintage qu'il gardait pour une occasion spéciale. À la famille, a-t-il porté un toast. Pas celle qu'on nous impose, mais celle qu'on choisit. À la famille, avons-nous répété. À minuit, alors que les feux d'artifice éclataient au-dessus de la mer, j'ai pensé au chemin parcouru. 1 an et demi plus tôt, je m'étais réveillé dans une chambre d'hôtel à Athènes, abandonné et désespéré. J'avais cru que ma vie était finie, que ma fille m'avait détruite. Mais Estelle ne m'avait pas détruite. Elle m'avait, sans le savoir, libérée. En me retirant tout, elle m'avait forcé à découvrir qui j'étais vraiment, au-delà des rôles que je jouais, au-delà des attentes que je tentais de satisfaire. J'étais Victoire Laurent Petrakis, 65 ans, PDG cofondatrice d'une entreprise de 750 millions d'euros, épouse d'un homme extraordinaire, mère d'une fille en convalescence, et surtout, une femme qui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir le bonheur, pour vivre vraiment. Ma fille m'avait abandonnée en Grèce en voulant ma fortune. Mais ici, dans ce pays ensoleillé, entre ces îles blanches et cette mer bleue, j'avais trouvé quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter, moi-même. Et c'était la plus grande richesse de toutes.